Il pensait que le chien était là juste pour la réconforter jusqu'à ce que l'enfant fasse un geste subtil de la main et que le chien révèle la vérité que personne n'avait osé dire à voix haute. La salle d'audience à Toledo, Ohio, semblait trop grande pour elle. Avant de débuter l'histoire, nous vous invitons à partager en commentaire votre lieu de visionnage. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de nos prochaines publications. La petite Tanya Ellison, âgée de 8 ans, était assise droit dans sa chaise, les pieds suspendus au-dessus du sol, les mains serrées autour de la laisse de son Golden Retriever, Milo. Ses tresses étaient fraîchement faites et ses barrettes roses cliquetaient doucement à chaque mouvement de sa tête. Elle ne disait pas grand-chose, ne bougeait pas, restait là, immobile et vigilante, presque trop calme pour un enfant assis dans une pièce pleine d'inconnus, attendant de parler d'un sujet qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre. À côté d'elle, Milo ne bougeait pas non plus. Il était assis près d'elle, les yeux à moitié fermés, son corps chaud pressé contre sa jambe. La plupart des gens pensaient que le chien était là simplement pour calmer ses nerfs, pour l'aider à se sentir en sécurité dans cet espace intimidant. Et en effet, c'était en partie vrai, mais il y avait plus que cela. Beaucoup plus. Le juge Marc Albert baissa les yeux depuis le banc. Il était dans la soixantaine, avec des cheveux gris clairsemés et des lunettes qui glissaient constamment sur son nez. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Des affaires de gang, des cauchemars de tribunaux familiaux, même des procès très médiatisés, mais quelque chose chez cette petite fille capta entièrement son attention. Peut-être était-ce la concentration silencieuse dans ses yeux, peut-être était-ce le chien, ou peut-être était-ce le fait que personne d'autre dans la salle d'audience, pas même l'avocat de la défense, ne parvenait à la faire flancher. La pièce était pleine, pas bondée, mais assez pleine pour que des murmures s'élèvent de temps en temps lorsque quelqu'un se penchait pour chuchoter. À gauche se trouvait l'accusé, Russell Banin, un homme dans la quarantaine, cheveux courts, chemise bien repassée et mains trop soigneusement repliées sur ses genoux. Son avocat frappait régulièrement un stylo contre la table, attendant le contre-interrogatoire. Tanya ne l'avait pas regardé une seule fois. Pas encore. Sa mère, Kendra Ellison, était assise 2 rangées derrière elle, serrant silencieusement un mouchoir d'une main et une croix en collier de l'autre. Elle n'avait prononcé aucun mot depuis qu'elles étaient entrées dans le bâtiment. Elle gardait les yeux fixés sur sa fille, attendant que le moment passe, terrifiée qu'il ne le fasse pas. Le juge Albert finit par tousser. « Mademoiselle Ellison, êtes-vous prête ?» Tanya tourna la tête pour regarder sa thérapeute désignée par le tribunal, qui lui fit un petit signe de tête depuis le banc. Elle ne sourit pas en retour, se contenta de hocher la tête une seule fois. « Oui, monsieur le juge, » répondit la thérapeute à sa place. « Elle est prête. » Le juge fit un petit signe de tête et se tourna vers le huissier. « Amenez le témoin. » Une porte s'ouvrit sur le côté et 2 policiers apparurent. L'homme accusé d'avoir changé la vie de Tanya marcha lentement vers le banc des témoins, essayant de paraître détendu, mais ses yeux se tournaient sans cesse vers Milo. Et Milo, qui était resté complètement détendu jusque-là, leva la tête. Tanya ne flancha pas, mais sa prise sur la laisse se resserra légèrement. Personne ne remarqua. La procureure se leva, ajusta sa veste et commença son interrogatoire. « Monsieur Banin, pouvez-vous nous dire où vous étiez la soirée du 14 août ?» Russell se pencha vers le microphone. « À la maison, devant la télé, seul. »« Et vous vous attendez à ce qu'on vous croie sur parole ?» Il se pencha en arrière. « Je dis la vérité. » De la galerie, la main de Kendra se referma sur le mouchoir à nouveau. Tanya ne le regarda toujours pas directement, mais sa respiration changea, subtile, contrôlée, comme si quelqu'un s'exerçait à rester calme. L'interrogatoire continua, rien de révolutionnaire au début, juste des chronologies à établir. Puis vinrent les photos, celles que personne ne devrait jamais avoir à montrer devant un tribunal. Tanya baissa les yeux, Milo se rapprocha d'elle. La salle devint plus silencieuse. Tout le monde pouvait le sentir, pas à cause de ce qui avait été dit, mais à cause de ce qui ne l'avait pas été. Russell se déplaça sur son siège. « Elle invente tout, dit-il, coupant l'interrogatoire suivant de la procureure. Ce chien, il est juste dressé pour réagir. Toute cette histoire est un piège. » C'est alors que Tanya leva lentement la main et la plaça derrière son dos, 2 petites tapes avec ses doigts, presque rien. « Si vous clignez des yeux, vous auriez manqué ça. » Les oreilles de Milo se redressèrent, mais personne dans cette salle n'était prêt pour ce qu'il fit ensuite. 2 mois avant ce moment au tribunal, Tanya était assise sur une chaise pliante dans le jardin de sa tante, à Decatur, en Géorgie, observant Milo courir après une balle de tennis rouge à travers l'herbe.
Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur tout. Elle tenait une autre balle dans la main, mais ne la lança pas encore. Sa tante, Carla Nuom, se tenait à côté d'elle, les bras croisés, un sourire doux sur son visage. Carla était une ancienne manipulatrice de K9, travaillait dans la narcotique à Dallas avant de se rapprocher de la famille, mais avec Tania, cette dureté se muait en douceur. Carla s'agenouilla près d'elle et la regarda dans les yeux. « Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie ?» demanda-t-elle. « On n'a pas à le faire si tu n'es pas prête. » Tania ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Milo de nouveau, maintenant allongé sur le dos dans l'herbe, sa queue battant le sol. Puis elle regarda de nouveau sa tante. « Je ne veux pas qu'il me regarde, dit-elle doucement. Plus jamais. » Carla hocha la tête. « Alors, on va apprendre à Milo à te protéger. » Tout commença par de petits jeux. Carla s'assoyait à l'autre bout du jardin avec un ami, prétendant être un étranger. Si Tania tapait une fois avec sa chaussure gauche, Milo restait en place. Si elle tapait 2 fois derrière son dos, Milo était formé pour se déplacer et se placer entre elle et celui qui se trouvait devant elle. Cela prit de la pratique, tous les jours après l'école, tous les week-ends. Tania était timide, mais concentrée. Milo apprenait vite, il était calme, intelligent et, par-dessus tout, loyal. Lorsqu'il voyait Tania se tendre, il s'approchait de lui-même. Il devenait une unité, et pas n'importe quelle unité, une équipe silencieuse avec un rôle que seul eux comprenaient. Carla les observait depuis le porche, parfois en prenant des notes, parfois en les laissant simplement être. Un soir, après une séance, Carla donna à Tania une bouteille d'eau et s'assit à ses côtés. « Tu sais, devant le tribunal, ils ne te croiront peut-être pas, dit-elle prudemment. Les adultes ont peur, ils n'aiment pas avoir tort. » Tania baissa les yeux. « Et si je me trompe ?»« Tu ne te tromperas pas, répondit Carla. Et si tu te bloques, c'est pour ça que Milo est là. Il ne les laissera pas oublier ce qu'ils voient. » Il y eut une pause silencieuse, puis une rare question de Tania. « Tu penses qu'il se souvient de ce qu'il m'a fait ?» Carla resta silencieuse, elle ne voulait pas mentir. Elle dit alors, « Peut-être pas de la même manière que toi, mais des gens comme lui se souviennent suffisamment pour avoir peur de la vérité. » Cette nuit-là, Kendra vint chercher Tania. Ses yeux étaient fatigués, ses épaules courbées. Carla la prit à part avant qu'elle ne puisse retourner dans la voiture. « Elle est plus forte qu'elle en a l'air, » murmura Carla. « Mais ne la laisse pas porter ça seule. Quand le moment viendra, regarde cet homme dans les yeux. » Kendra hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. Avant de partir, Tania courut en arrière et donna un câlin à Carla. « Merci, dit-elle dans son t-shirt. » Carla la serra un peu plus longtemps que d'habitude. Le jour avant le tribunal, ils firent une dernière séance. Carla portait un vieux sweat et des lunettes de soleil miroir, essayant de simuler la salle d'audience. Elle s'entraîna même à prononcer quelques phrases intimidantes qu'un avocat pourrait dire. Ce n'était pas parfait, mais ça aidait. Tania donna à Milo le signal. Milo se plaça entre elle et Carla, toujours alerte, implacable. Carla sentit une boule se former dans sa gorge. « D'accord, dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude. Tu es prête. » Mais dans cette salle d'audience, il y avait une différence entre se préparer et voir tout ça se jouer dans la réalité. De retour dans cette salle d'audience à Toledo, Tania resta parfaitement immobile. Milo, maintenant alerte, n'avait pas bougé d'un muscle depuis qu'elle avait donné le double tap. Sa posture avait changé, passant de détendue à protectrice. Sa tête haute, sa poitrine en avant, ses yeux fixés sur l'homme de l'autre côté de la salle. Russell Banin le remarqua. Il se recula légèrement, agrippant le bord du banc des témoins. Son expression se crispa, mais il essaya de la cacher derrière un sourire forcé. Personne ne souriait en retour. Pas le jury, pas le juge, pas même son propre avocat qui jeta un regard inquiet vers le chien. La procureure, Andrea Seldon, toussa et continua. « Monsieur Banin, vous avez déclaré que vous étiez seul la nuit du 14 août. Pas de témoin, pas d'appel téléphonique, pas de texto. C'est toujours votre témoignage. » Russell se déplaça sur son siège. « C'est ce que j'ai dit, oui. » Andrea s'approcha. « Vous avez également déclaré que vous n'aviez jamais rencontré la mineure dans cette affaire, n'est-ce pas ?» Ses yeux se tournèrent brièvement vers Tania. « Correct. Je ne lui ai jamais parlé. »
Jamais visité son école. Non, jamais. La salle se tut, même le léger froissement des papiers s'était arrêté. Tous les regards étaient fixés sur Tania. Elle n'avait toujours pas levé les yeux, mais Milo ne l'avait pas quittée du regard, pas une seule fois. Le juge Albert se pencha légèrement en avant. Andrea se tourna vers Tania, sa voix baissée. « Tania, te sens-tu en sécurité ici ?» Tania ne répondit pas. Elle se pencha pour toucher le dos de Milo. Il ne bougea pas, mais le grondement était si bas qu'il ressemblait presque à une vibration. Juste assez pour être entendu. Juste assez pour briser le silence. Le silence régna tandis que Russell cligna des yeux. « Je veux être clair, » dit Andrea, en gardant sa voix calme. Ce chien a été spécialement entraîné pour sa protection, avec l'aide d'un dresseur certifié de K9. Il ne réagit pas à la nervosité, mais au comportement. L'avocat de la défense, Gérald Lasquet, se leva précipitamment. Objection, c'est spéculatif. Le chien ne peut pas témoigner. Le juge Albir leva la main. Asseyez-vous, monsieur Lasquet, vous aurez votre chance. Gérald se rassit, mais il ne semblait pas confiant. Andrea s'approcha du banc et récupéra un petit dossier. Avec l'autorisation du tribunal, j'aimerais présenter une courte vidéo enregistrée lors des séances de thérapie de Tania. Accordé, dit le juge. L'écran se déroula derrière le banc des témoins et la vidéo commença. On y voyait Tania dans le jardin de sa tante, marchant calmement avec Milo. Carla se trouvait dans le cadre, simulant différentes situations. Un tape, Milo resta près d'elle. 2 tapes, il avança, sa posture changeant, tout comme lors du procès. Lorsque la vidéo se termina, un long silence s'installa. Puis le juge Albir fixa Russell droit dans les yeux. J'ai présidé de nombreux procès, j'ai vu beaucoup de chiens de tribunal, d'animaux d'assistance et de chiens d'assistance formés, mais je n'ai jamais vu un chien réagir avec une telle instinct en temps réel. Russell ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tania finit par lever lentement les yeux. Sa voix, quand elle se fit entendre, était douce. Il ne parle jamais fort, il chuchote. Andrea se tourna vers elle doucement. « Qui, ma chérie ?» Tania désigna l'homme sur le banc des témoins. Là. La salle d'audience était absolument silencieuse. Russell se leva soudainement. « C'est un coup monté. Vous laissez un enfant et un chien décider de mon sort. » Milo fit un pas en avant, son grondement s'intensifiant. Le huissier s'avança rapidement. « Monsieur, vous devez vous asseoir. » Mais Russell ne s'assit pas. Il leva à nouveau la voix. « Ce n'est pas une preuve, c'est de la manipulation. » Milo aboya, un aboiement aigu. Le juge frappa son marteau. « Assez. » Un autre éclat de voix et je vous fais sortir de cette salle. Russell se laissa retomber sur sa chaise, le visage pâle. Il murmura quelque chose à voix basse, mais personne ne l'entendit. Le jury observait, sans cligner des yeux, sans bouger. Tania s'assit en arrière dans son siège, la main toujours posée sur le dos de Milo. Elle ne dit plus un mot, mais la vérité ne se cachait plus derrière des témoignages ou des jargons juridiques. Elle était là, devant les yeux de tout le monde. On pouvait la sentir maintenant, la lourdeur du moment. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique. C'était comme si l'air de la salle avait été aspiré d'un coup. Le juge Albir ajusta ses lunettes et regarda le huissier. Faisons une pause de 5 minutes. Les jurés restent assis. Le marteau frappa le bois, mais personne ne bougea. Pas un murmure, pas une toux. Juste le silence. Milo se tenait là, tel un sentinelle, devant Tania, fixant Russell Banin comme s'il connaissait déjà la vérité. Carla, assise derrière la barre, croisa les yeux de sa nièce. Elle lui fit un signe subtil, non pas pour l'inciter, mais pour lui faire savoir qu'elle était vue. Elle avait dit à Tania des semaines auparavant. « Tu ne dois rien à personne en termes de bruit. » La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle fixe simplement. C'est ce que Milo faisait maintenant. Il fixait, immobile, de l'autre côté de la salle. Russell se défaisait. Il tira sur son col, se leva dans son siège, marmonna quelque chose à son avocat, sa voix plus aiguisée, plus instable. Tout calme qu'il affichait en entrant, cela avait disparu, remplacé par un malaise visible. Tout le monde pouvait le voir. « Votre honneur, » dit Andrea doucement,
brisant la tension. « Puis-je demander que l'enfant reste assise ici avec son animal de soutien pendant la pause ?» Le juge hocha la tête. « Oui, elle peut rester assise si elle est à l'aise. » Gérald Lasquet, encore rouge de colère, se pencha vers Russell en lui murmurant furieusement, mais son client transpirait maintenant. Milo n'avait pas bougé. Il n'avait pas aboyé à nouveau, ni grogné, ni fait de bruit. Il n'en avait pas besoin. Le procureur s'approcha de Carla, près du banc. Ce signal, c'était prévu pour aujourd'hui? Carla ne cligna pas des yeux. C'était toujours un dernier recours. Elle ne l'avait jamais utilisé jusqu'à présent. Andrea acquiesça lentement. Il a dû l'activer sans même le savoir. Elle savait quoi chercher. Carla dit. Il a dû l'avoir fait avant. De retour au banc, le juge Albir examina la vidéo à nouveau, silencieusement sur son moniteur. Ses lèvres se durcirent. Il avait été sur le banc assez longtemps pour savoir que toutes les preuves ne tiennent pas toujours dans un papier ou un témoignage. Parfois, elles marchent sur 4 pattes et grognent. Quand un enfant a trop peur pour parler. Lorsque la pause prit fin, le tribunal reprit comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Le rythme entier s'était modifié. « Votre honneur, » dit Andrea, se levant. « Avec votre permission, j'aimerais rappeler le détective Lorna Moral à la barre pour une brève clarification. »« Procédez, » dit le juge. Le détective Moral s'avança, ses bottes claquant doucement sur le carrelage. Elle avait enquêté sur l'affaire au début, lorsque la seule preuve était une déclaration vague et un enfant trop effrayé pour parler clairement. Son témoignage précédent avait été bref. Andrea lui remit une photo imprimée. « Reconnaissez-vous cette personne ?» Moral regarda en bas. C'était une photo de Russell Banin lors d'un événement scolaire à l'école de Tania. Il n'était ni membre du personnel, ni parent, juste un invité, bénévole organisé par un programme de mentorat désormais fermé. Cet homme avait-il accès aux enfants sans supervision lors de l'événement? Demanda Andrea. Non, répondit Moral sèchement. Et a-t-il été retrouvé seul dans une salle de classe avec un élève? Oui, Tania Ellison. Là. C'était le moment où Milo se redressa à nouveau. Ses oreilles frémirent, son corps s'inclina légèrement en avant, de façon protectrice. Les yeux de chaque juré suivirent ce mouvement subtil. Andrea se tourna vers le jury. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu l'entraînement, vous avez vu l'instinct du chien. Maintenant vous comprenez pourquoi Russell s'est levé. Encore une fois, il se leva. C'est une blague. C'est de la manipulation émotionnelle. Le huissier s'avança d'un pas. Le juge Albir haussait la voix. Monsieur Banin, asseyez-vous. Vous ne parlerez plus à moins d'être interrogé. Mais Russell ne put se retenir. Elle ment. Cette fille ment tout. Avec ce chien. Milo fit un pas en avant, sans aboyer, sans grogner. Juste une présence. Et là, quelque chose changea. Une jurée, une femme âgée en pull bleu, enleva ses lunettes et se frotta les tempes. Elle jeta un coup d'œil à un autre juré, un homme plus jeune, dans la trentaine. Ils échangèrent un regard, un vrai regard, comme si quelque chose venait enfin de s'éclairer. Mais ce qui se passa ensuite n'était pas seulement une question de preuve. C'était une question d'exposition, de qui cet homme était réellement et de ce qui pourrait encore se cacher sous la surface. À ce moment-là, la salle d'audience ne se contentait pas d'écouter, elle attendait. Elle observait chaque souffle, chaque mouvement, chaque regard que Russell Banin faisait. Le jury n'était plus reculé dans ses sièges. Il se penchait en avant. Le juge Albir se frotta les yeux derrière ses lunettes. Il ne dit pas grand-chose, mais il était évident que quelque chose en lui avait changé aussi. Il avait vu assez de prévenus craquer sous pression, mais Russell n'était pas seulement en train de craquer, il se décomposait devant eux. Andrea retourna au pupitre, son ton stable, calme. Détective Moral, avez-vous parlé à d'autres parents qui ont vu M. Banin interagir avec des élèves ce jour-là? Oui, répondit Moral. 3 exactement. L'un d'eux mentionna qu'il avait donné des bonbons à un enfant sans permission. Un autre dit qu'il avait suivi un élève dans les toilettes. Cet élève a-t-il été identifié? Oui, répondit Moral. Tania. On entendit quelqu'un dans la galerie murmurer. Mon Dieu! Le juge Albir ne la réprimanda pas. Il ne dit rien. Gérald Lasquet,
essayant de regagner du terrain, se leva. Votre honneur, c'est spéculatif. Aucune de ces affirmations n'a été prouvée. Andrea se tourna vers lui. Elles n'ont pas été infirmées non plus. Et chacune de ces déclarations a été faite avant que la victime ne puisse même parler. L'objection de Lasquet flottait dans l'air comme de la fumée, mais elle ne prit pas. Il se rassit. Andrea se tourna à nouveau vers le juge. Je demande l'autorisation de rappeler la conseillère scolaire, Madame Jenna Hulbrook, pour un suivi. Accordé, dit Albire. Madame Hulbrook monta à la barre, avec un sérieux tranquille. Elle avait une voix claire, mais fine. Elle ajusta son blazer et parla directement. J'ai rencontré Tania plusieurs fois après l'événement scolaire. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle dessinait toujours le même homme, les mêmes lunettes, la même chemise, et toujours derrière elle. Andrea tendit le dessin au juge et au jury. C'était un croquis d'enfant, mais la ressemblance était indéniable. C'était Russell. Même lunettes, même mâchoire. Et là, à côté de sa petite version d'elle-même, il y avait un chien. Milo. Elle ne connaissait pas Milo à ce moment-là, n'est-ce pas? Non, répondit Andrea. Il était apparu quelques semaines plus tard. Il y eut une pause, puis Andrea se tourna de nouveau vers Russell. Monsieur Banin, voulez-vous expliquer comment une enfant que vous prétendez ne jamais avoir rencontrée vous a décrit, jusqu'à vos lunettes, des semaines avant que le moindre procès n'ait lieu? La bouche de Russell s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Je ne sais pas, murmura-t-il. Elle doit être confuse, ou elle se souvient mal. Andrea a dit. Le jury n'a pas cligné des yeux. Personne ne le fit. Et juste à ce moment-là, presque comme sur un signal, les portes de la salle d'audience grinçaient. Une femme entra discrètement et remit une note à le huissier, lut le papier, puis se dirigea directement vers le juge. Albert prit le billet, ajusta ses lunettes et le lut silencieusement. Ses sourcils se levèrent légèrement. « Miss Seldon, dit-il, il semble qu'une autre personne se soit manifestée pendant la pause. Une ancienne assistante de l'école primaire Hickory Trail, elle affirme avoir des informations directement liées à cette affaire. Elle attend dehors pour témoigner. » Andrea tourna lentement la tête vers Russell. C'était intéressant, car Hickory Trail ne faisait même pas partie de cette juridiction. Russell avala difficilement sa salive, sa mâchoire se contracta. Gérald Lasquet se pencha à nouveau, chuchotant rapidement à l'oreille de son client, mais Russell l'écarta d'un geste. « Personne ne sait rien, murmura-t-il. Elle essaie juste de me ruiner. » Andrea se décala et les portes s'ouvrirent à nouveau. Une femme d'une trentaine d'années entra, Bridget Holston, son badge toujours accroché à son manteau. Elle monta à la barre, prêta serment et commença son témoignage. « Je le reconnais, dit-elle en pointant Russell. Il a fait du bénévolat dans notre école pendant 3 mois en 2019. Nous avons eu des plaintes, plusieurs, mais rien n'a jamais été retenu parce que personne ne voulait croire les enfants. » Le juge Albert se pencha en avant. « Avez-vous signalé cela? » « Oui, 2 fois, mais on m'a dit de ne pas en faire tout un drame. » Andrea laissa un instant de silence pour que le jury puisse assimiler l'information, puis Milo aboya à nouveau, court et sec. Russell sursauta. Tania ne bougea pas, ne leva même pas les yeux, mais elle tendit lentement la main et gratta doucement Milo derrière les oreilles. La salle d'audience comprit alors que Milo ne réagissait pas au hasard. Il n'était pas agité, il répondait de manière instinctive et avec un but précis. Mais ce que personne ne comprenait encore, c'était que la vraie décision ne viendrait pas des preuves sur papier, mais de ce que le jury ressentirait au plus profond de leur être. La salle d'audience n'était plus neutre. Elle avait pris parti, en silence, mais de manière claire. On pouvait le sentir dans la manière dont les jurés étaient assis, dans la façon dont le juge joignait ses doigts, dans la manière dont Andrea Seldon laissait le silence parler plus que ses questions. Les faits étaient là, mais ce sont les réactions, celles de Milo, de Tania, de Russell qui avaient tracé un chemin à travers le bruit. Le juge Albert se tourna vers le jury. « Nous allons suspendre la séance pour délibérer immédiatement. Jurés, vous serez escortés jusqu'à la salle de conférence. » Quand ils se levèrent pour sortir, Russell s'effondra dans sa chaise avec un bruit sourd. Ses mains tremblaient légèrement, bien qu'il tentât de les cacher en ajustant ses manchettes. Gérald Lasquet lui chuchota encore quelque chose, mais Russell ne répondit pas. Il fixait Tania, toujours silencieuse, toujours composée, qui détournait la tête.
Milo se replaça à ses pieds, la tête posée sur sa chaussure, comme si la tempête était passée, comme si son travail était fini, pour l'instant. La galerie resta silencieuse. Personne ne bougea, sauf Carla, qui se leva pour s'étirer et se dirigea vers sa sœur pour lui poser une main douce sur l'épaule. Kendra n'avait presque pas respiré depuis que le témoignage avait commencé. Ses doigts étaient rouges à force de tordre le même mouchoir. « Tu as bien fait, » murmura Carla. « Elle a fait mieux, » répondit Kendra. Le jury revint après presque 2 heures. Le huissier appela la salle à l'ordre. Le juge Albert semblait plus fatigué qu'auparavant, mais sa voix était ferme. « Avez-vous rendu un verdict ?» Le président du jury, un homme d'âge moyen au costume usé et à la mâchoire serrée, se leva. « Nous avons votre honneur. »« Et comment jugez-vous l'accusé, Russell Banin, pour les faits de conduite criminelle avec un mineur ?»« Coupable, » répondit-il. Le mot tomba comme une pierre, résonnant clairement, sans équivoque. « Et pour l'intrusion sur la propriété de l'école avec intention de nuire. »« Coupable. » Les épaules de Russell s'affaissèrent. Il ne parla pas. Il ne cria pas cette fois. Les éclats étaient partis. Tout ce qui restait était une résignation silencieuse. Andrea ferma son dossier, sans frapper dans ses mains, sans sourire. Juste du soulagement, car gagner une affaire comme celle-ci ne ressemble pas à une victoire. C'est comme de l'oxygène qui revient enfin dans une pièce qu'on a gardée fermée trop longtemps. Le juge Albert se tourna vers Tanya. « Miss Ellison, je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais vous avez dit plus que bien des adultes n'auraient pu dire. Et je vous crois. » Tanya ne sourit pas, mais elle hocha la tête. « Et Milo ?» demanda Albert en regardant par-dessus ses lunettes. « Je n'ai jamais dit ça dans une salle d'audience, mais s'il y avait une médaille à attribuer, il la porterait. » Quelques personnes rirent doucement, pour la première fois en plusieurs heures. Plus tard, dans le couloir à l'extérieur du tribunal, des journalistes se regroupaient, microphones, caméras, le chaos habituel. Kendra se plaça protectivement devant sa fille. « Pas de questions aujourd'hui, dit-elle fermement. On rentre chez nous. » Carla ouvrit la porte du passager. Milo sauta d'abord, puis Tanya monta à ses côtés. Elles ne dirent pas grand-chose pendant le trajet. Carla ne posa pas de questions. Kendra ne poussa pas. Mais à mi-chemin de l'autoroute, Tanya parla enfin. « Est-ce qu'il va partir pour toujours ?» Kendra regarda dans le rétroviseur. « Je ne sais pas, ma chérie, mais il ne te fera plus de mal, c'est sûr. » Tanya caressa le pelage de Milo. Il lécha sa main. De retour à la maison, Carla accrochait son manteau et se dirigea vers la laisse pour promener Milo. Tanya la suivit jusqu'à la porte. « Je peux venir. »« Tu n'es pas obligé. »« Je veux. » Dehors, sous un ciel pâle, elle marchait en silence. Pas de voiture, pas d'aboiement, juste le bruit du gravier sous leurs chaussures. À un moment, Tanya s'arrêta et leva les yeux. « Tu penses que d'autres enfants ont peur comme je l'étais ?» Carla hocha la tête. « Plus qu'on ne le pense. » Tanya resta silencieuse, puis demanda « On peut aussi apprendre à d'autres chiens ?» Carla la regarda, cette petite fille qui était autrefois restée totalement silencieuse, maintenant en train de faire des projets. « Oui, dit-elle doucement, je pense qu'on peut. » Mais cette histoire n'était pas juste celle d'un chien ou d'une salle d'audience. C'était celle de ce qui se passait quand un enfant est enfin cru, et quand le silence n'est plus la seule façon de survivre. 2 semaines après le procès, les choses commencèrent à changer. Pas de manière bruyante et évidente, mais dans ces petits détails que seules quelques personnes remarquaient. Tanya dormit toute la nuit sans se réveiller. Kendra arrêta de garder toutes les lumières allumées dans la maison, et Milo, lui, ne se tenait plus en garde à la porte de la chambre de Tanya. Il se pelotonnait sur son tapis, calme, sachant que sa fille n'avait plus besoin de dormir avec ses chaussures. Mais la guérison ne suit pas un chemin droit. Un après-midi, alors que Carla et Tanya rangeaient des jouets pour chiens dans le salon, une lettre arriva. C'était de la part du district scolaire. Ils avaient vu les vidéos du procès, lu les témoignages et voulaient lancer une nouvelle initiative de sécurité. Un système de signalement anonyme, des chiens d'assistance sur les campus et des vérifications de fonds obligatoires pour tous les bénévoles. Ce n'était qu'un début. Carla tenait la lettre dans ses mains et regarda Tanya, qui était maintenant en train d'apprendre à Milo à rester en place avec juste un geste de la main. « Tu as fait ça, dit-elle.
Tania leva les yeux. Non, nous l'avons fait. Carla sourit et s'assit à côté d'elle. Tu sais, la plupart des gens oublient que les adultes n'ont pas toujours les réponses, mais quand les enfants parlent, même si c'est effrayant, même si c'est chaotique, ça réveille quelque chose chez tout le monde. Tania réfléchit à cela un moment, puis murmura. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Carla hocha la tête. C'est pour ça que ta voix comptait encore plus. Plus tard cette semaine-là, elles retournèrent dans le jardin pour la première fois depuis l'entraînement de Milo. Carla apporta un vieux sac de sport rempli de harnais et de friandises, et Tania apporta son carnet de croquis. Elle s'assit sous l'arbre, esquissant des commandes, des gestes de main, des petites notes que seule elle pouvait comprendre. Milo dormit près d'elle, une patte se tordant dans son sommeil. Kendra sortit avec 2 limonades. Je pensais, dit-elle en tendant une boisson à Carla, que l'on pourrait parler au refuge local, voir s'ils accepteraient qu'on entraîne quelques chiens là-bas. Pas quelque chose de grand, juste un essai. Carla haussait les sourcils. Tu es sûr? Kendra sourit à moitié. Oui, mais j'en ai assez d'avoir peur. Quelques mois plus tard, elles animaient des sessions le week-end dans un petit terrain d'entraînement dans le parc de la ville. Ils l'ont appelé signaux, un mot qui s'est répandu lentement. Les parents amenaient leurs enfants, les refuges apportaient des chiens. Certains enfants parlaient peu, certains ne parlaient pas du tout, mais chaque samedi, ils étaient là, et Milo, vieux comme il était, venait aussi. Il n'aboyait pas, il ne grondait pas, mais il observait. Les gens qui avaient entendu parler de l'affaire venaient voir Tania en public. Certains la remerciaient, d'autres ne disaient rien, souriaient simplement et s'éloignaient. Tania n'avait pas besoin de louanges, elle aimait juste savoir que quelqu'un, quelque part, pourrait maintenant croire un enfant un peu plus tôt. Un soir, alors qu'il fermait le terrain, Carla lui demanda « Est-ce que tu regrettes que ce jour au tribunal se soit passé comme ça ?» Tania leva les yeux de son brossage de fourrure de Milo. Non, même pas un peu. Elle secoua la tête. Si ça ne s'était pas passé comme ça, personne n'aurait vu qui il était vraiment. Carla prit une inspiration. Cette confiance silencieuse chez sa nièce ne cessait de la surprendre. Avant de rentrer chez elle, elles s'arrêtèrent devant le petit panneau peint à côté de la porte, signaux en rouge avec une empreinte de patte remplaçant le A. C'était l'idée de Tania. Carla posa sa main sur l'épaule de Tania. « Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose qui aide les gens. » Tania sourit. « Il m'a d'abord aidé. » Elle baissa les yeux vers Milo qui la regardait, la queue battant doucement. Il n'avait plus besoin de commande, il savait déjà quoi faire. Et peut-être que c'est ça, parfois, les personnes qui semblent les plus petites portent les plus grandes vérités, et parfois, les voix les plus silencieuses résonnent le plus longtemps, surtout quand quelqu'un ou quelque chose les soutient sans question. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Que cela soit un rappel d'écouter attentivement, surtout les enfants, et de les croire lorsqu'ils disent que quelque chose ne va pas. Vous pourriez être la seule personne à les croire. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous a touché et de la partager avec quelqu'un qui doit l'entendre. Il y a toujours quelqu'un qui attend d'être cru.